Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir répondu à l'invitation à nous retrouver ce matin. En introduction à cette cérémonie, je vous invite à un court voyage dans le temps. En 13 minutes et 48 secondes, nous allons redécouvrir ensemble quelques-uns des visages, des projets et des moments qui ont marqué la vie de notre établissement en 2025. Cette rétrospective ne peut dire toute la richesse de l'UTBM, mais vise à en faire sentir le souffle, la cohésion et la passion commune. À tout de suite donc.
fierté de la région, on peut même dire du pays. L'UTBM, en plus d'être l'une des meilleures écoles d'ingénieurs, a également des enseignants de renommée mondiale. 12 scientifiques de l'établissement Belfortin figurent dans la très sélective liste des 2% de chercheurs les plus cités au monde. Hugo Flotta-Talon et Rémi Poirot. Ces deux chercheurs de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard ont de quoi être fiers. Comme 10 autres enseignants de l'UTBM, leur nom figure au classement Stanford. Ils recensent les 2% de chercheurs les plus influents au monde. Voilà, en tout cas, mille merci à... Mille merci à vous toutes et tous qui, par votre engagement quotidien, ont rendu ces instants possibles. Ils traduisent peut-être mieux que de longs discours l'énergie et la vitalité de notre communauté. Permettez-moi d'ouvrir mon propos ce matin par une interrogation simple,
mais brûlante d'actualité. Comment, dans une époque saturée d'informations, en veille de rumeurs, encombrée d'opinions instantanées et, oserais-je dire, percluses de mensonges séduisants, pouvons-nous continuer à faire vivre la clarté de l'intelligence, la rigueur du jugement et la dignité du débat public? Nous sommes les contemporains d'un monde où l'incertitude n'est plus l'exception mais la règle, où la complexité n'est plus un horizon à explorer mais une angoisse pour beaucoup, et où l'accélération du temps collectif tend à dissoudre l'espace de la réflexion. Cette époque qui est la nôtre est marquée par ce qui peut être nommé l'ère du nombrilisme flamboyant, où beaucoup, enfermés dans le cercle étroit de leur image, de leur pulsion ou de leur ressentiment, prétendent faire de leur subjectivité immédiate la mesure de toute chose. C'est une époque où la fragmentation numérique, les bulles informationnelles et les récits simplistes nous invitent à l'enfermement et non à la délibération commune. Ainsi, la loi dite de Brandolini, énoncée en 2013, nous rappelle une vérité des plus dérangeantes. Il faut infiniment plus d'énergie pour réfuter une fausse information que pour la produire. Voilà pourquoi le faux, souvent léger, assurément rapide et émotif, se propage comme une traînée de poudre, tandis que le vrai, toujours exigeant, nuancé et laborieux, avance avec la lenteur de la raison. Une telle dissymétrie ne pouvait être soutenable très longtemps. Elle est aujourd'hui devenue insoutenable. Les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont montré, dans le courant des années 1970, que notre esprit privilégie ce qui frappe, ce qui choque, ce qui se retient facilement, au détriment de ce qui demande un effort de raisonnement. Une rumeur, un slogan, une indignation spectaculaire suffisent à emporter les convictions. À l'inverse, un rapport scientifique, une démonstration patiente, une analyse subtile rencontrent la lassitude ou l'indifférence. Ainsi, la société de l'instant s'épuise à commenter l'accessoire et néglige l'essentiel. Clément Rosset, le philosophe de la lucidité radicale, écrivait en 1976, dans Le réel et son double, ceci : « Penser contre soi-même, voilà la vraie liberté. » En effet, penser contre soi-même, c'est précisément accepter de regarder en face les enjeux qui dérangent, les vérités qui ne flattent pas, les réalités qui n'entrent pas dans le confort des récits faciles. Mais notre temps préfère se distraire de l'essentiel par des indignations éphémères. Et pourtant, au-delà des querelles humaines, il existe des lois qui ne se démentent pas, des lois que nul slogan, nul relativisme n'abolira jamais, celles de la physique, de la chimie et des mathématiques. Et là où l'opinion croit pouvoir aménager la réalité, la science nous impose son implacable rigueur. À titre d'exemple, une mole de dioxyde de carbone, c'est-à-dire 12 grammes de CO2, en se rappelant que l'humanité en aura émis plus de 38 milliards de tonnes en 2025, une mole de CO2, disais-je, émise dans l'atmosphère aujourd'hui mettra, qu'on le veuille ou non, plus de 10 000 ans pour disparaître, absorbée lentement par la photosynthèse des végétaux et par dissolution dans l'eau des océans. Ce fait brut, que nul discours politique ne saura abolir, rappelle à quel point nos choix actuels engagent les millénaires. Les mathématiques, de leur côté, nous rappellent une vérité encore plus élémentaire. Il n'est pas possible de puiser éternellement dans un modèle fermé, fini par la matière et l'énergie disponibles. La croissance matérielle infinie dans un monde fini est donc une parfaite illusion. Et ce que nous croyons ajourné par nos débats, la rigueur des équations le condamne irrémédiablement. Voilà donc le contrepoint le plus cruel. Pendant que nous nous enfermons dans les logiques du nombrilisme flamboyant, dans le vacarme des indignations superficielles, l'ordre du monde physique demeure inflexible, car le réel ne se plie pas à nos croyances. À la légèreté de nos illusions répond, une fois encore, la gravité implacable des lois naturelles. Et l'histoire jugera très probablement, sévèrement, cette désinvolture. Non pour nos querelles, mais pour notre incapacité collective à affronter les limites que la nature a gravées dans l'ordre physique de l'univers. Les conséquences de cette dérive sont immenses. La confiance dans les médias et dans les structures démocratiques est tombée à des niveaux historiquement bas. La fatigue informationnelle gagne du terrain, l'esprit critique s'épuise et les divisions idéologiques se creusent. Le sol commun de la pensée collective se fracture
et chacun finit par habiter une réalité différente, construite à coups d'algorithmes et de récits partisans. Ce désenchantement cognitif n'est pas sans conséquences politiques. L'histoire de tous les peuples libres est l'histoire de leur lutte contre la tyrannie, nous avertissait au XIXe siècle le philosophe britannique John Stuart Mill. Or, la tyrannie, aujourd'hui, ne s'avance pas nécessairement que dans le fracas des armes ou des coups d'État. Elle progresse également insidieusement, masquée par des discours séduisants, par des slogans apparemment inoffensifs et par la lente corrosion des contre-pouvoirs. La République romaine s'effondra sous les coups conjugués des ambitions personnelles et de la lassitude collective. Plus près de nous, les régimes fascistes au XXe siècle atteignirent le pouvoir par les urnes, surfant sur la misère, le ressentiment et les humiliations. Les peuples, jadis souverains, devinrent les complices involontaires de pouvoirs qui les dépossédèrent de leur liberté au nom de leur grandeur ou de leur sécurité. Aujourd'hui, les exemples contemporains ne manquent pas. À l'est de l'Europe, l'impérialisme renaît de ses cendres, réinventant les habits d'un passé que l'on croyait révolu, comme en témoigne la quête pour reconstituer l'Empire tsariste ou l'Empire soviétique. Ils différaient bien peu l'un de l'autre. Outre-Atlantique, le phénomène MAGA et l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 ont montré combien même les plus vieilles démocraties peuvent vaciller sous l'impact du populisme et de la dissolution du réel. Dans l'Empire du Milieu, le régime autoritaire étend son influence extérieure en cultivant la tentation de puissance comme réponse aux incertitudes globales. Francis Fukuyama, le célèbre universitaire américain, s'était trompé en proclamant en 1992 la fin de l'histoire. Notre monde est aujourd'hui replongé à l'ère des impérialismes concurrents et prédateurs. Hannah Arendt, la philosophe de la condition humaine, dans La crise de la culture, publiée en 1961, écrivait « La liberté politique n'existe que là où il y a un espace public, c'est-à-dire un monde commun dans lequel les hommes peuvent apparaître les uns aux autres. Mais cet espace public se réduit, il se délite sous le poids des algorithmes, sous l'assaut des émotions, sous la fragmentation numérique. Désormais, nous habitons une réalité filtrée, scénarisée, fabriquée par les calculs d'optimisation commerciale. La démocratie, école de lenteur et de rigueur intellectuelle, souffre dans un monde gagné par la vitesse et le vacarme. Thomas Jefferson, le philosophe de la liberté, nous a pourtant mis en garde. Le prix de la liberté est une vigilance éternelle, disait-il. Cette vigilance s'émousse, hélas, une fois encore, épuisée par les réseaux sociaux. Beaucoup accueillent avec soulagement des certitudes simplistes ou des paroles d'autorité. Avec la même perspective, le poète de l'engagement social, Bertolt Brecht, dans La résistible ascension d'Arturo Ui. C'est une œuvre qui est une allégorie satirique de la montée au pouvoir d'Hitler à travers le monde du crime organisé à Chicago. Avec la même perspective, Bertolt Brecht, disais-je, rappelait que, et je cite, « Le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde. Ce ventre est nourri, aujourd'hui, par la peur, par l'ignorance, par l'indifférence. Nous traversons, d'évidence, une période de fragilité historique marquée par la montée d'un individualisme exacerbé, par l'effacement dramatique de la pensée collective, par la réapparition de l'impérialisme et par la diffusion virale des récits fallacieux. Telle est la toile de fond de notre temps. Monsieur le préfet du territoire de Belfort, monsieur le président de Pays de Montbéliard Agglomération, monsieur le chef de corps du 35e régiment d'infanterie, mesdames et messieurs les personnalités invitées, chères étudiantes, chers étudiants et chers collègues de l'UTBM, chers amis, mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte pour le moins troublé, fait de turbulences géopolitiques, de mutations technologiques fulgurantes et de défis écologiques sans précédent, que l'UTBM se doit de continuer à tracer son chemin avec détermination et clairvoyance. Plus que jamais, notre université de technologie doit porter la responsabilité et l'honneur de former des femmes et des hommes capables de penser par eux-mêmes, de distinguer le vrai du faux avec rigueur, de douter avec raison et d'apporter des solutions lucides et innovantes aux complexités du monde contemporain. Former n'est pas en effet seulement transmettre un savoir et des savoir-faire. C'est aussi, et peut-être surtout, éveiller un esprit critique, une sensibilité éthique
et un engagement responsable. Dans le monde complexe, incertain, vulnérable qui est le nôtre, la véritable puissance réside dans le discernement. Sapere aude, écrivait il y a 2 millénaires de cela le poète latin Horace dans ses épîtres. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Notre premier devoir est sans doute le plus fondamental, et donc la défense intransigeante de l'esprit critique et de la vérité scientifique. Dans un monde où l'émotion supplante trop souvent la raison, il est plus que jamais nécessaire qu'il existe des lieux où l'on vérifie les faits, l'on prend le temps de comprendre, l'on accepte la complexité et l'on débat sans se déchirer. L'UTBM doit rester l'un de ces lieux. Notre deuxième devoir est de réaffirmer avec énergie et clarté la place centrale de la technologie dans le débat national. La France aime parler de culture, de politique, de société, et c'est très bien. Mais nous parlons encore trop peu et trop superficiellement de la technologie et de son rôle dans la société. Et c'est là peut-être un euphémisme de qualifier ainsi notre indigence collective en la matière. Déjà, toutes les projections indiquent un déficit de 20% d'ingénieurs et de 50% de techniciens à l'horizon 2030. La décrue démographique amorcée et appelée à s'accélérer après 2028, conjuguée à la désaffection des plus jeunes générations pour les sciences et les métiers techniques, menace de creuser un fossé dangereux pour notre pays. Une société qui se détourne des sciences et de la technique s'expose à l'impuissance face aux défis climatiques, industriels, numériques, énergétiques et sécuritaires qui conditionnent notre avenir. Former des ingénieurs, des designers, des experts techniques n'est donc pas un sujet corporatiste. C'est assurément un enjeu de souveraineté et de responsabilité collective. Mais réaffirmer la place de la technologie n'a de sens que si nous comprenons la nature même des défis auxquels elle doit répondre. Or, ces défis ne sont pas simples, ils sont complexes, souvent systémiques, parfois chaotiques. Ils relèvent de ce qu'Edgar Morin nomme la complexité forte, celle qui refuse les découpages artificiels, les causalités linéaires et les approches en silo. Dans un monde où l'énergie croise l'écologie, où le numérique engage l'éthique, où l'industrie questionne le social, aucune discipline ne peut à elle seule et ne peut suffire à elle seule pour éclairer les choix collectifs. C'est pourquoi nous devons renforcer plus encore l'apprentissage de la complexité, de la systémique et de la pratique de l'interdisciplinarité. Non pas comme des ornements pédagogiques dont nous n'avons que faire, mais comme des compétences cardinales. Former des ingénieurs capables de naviguer dans des systèmes instables, de comprendre les interdépendances multiples, d'intégrer les dimensions sociales, environnementales et économiques d'un problème, c'est former des professionnels réellement aptes à agir dans le monde réel. De même, encourager les hybridations entre sciences pour l'ingénieur, sciences humaines, design, économie et sciences sociales n'est pas une coquetterie académique. C'est une nécessité pour concevoir des technologies acceptables, robustes, soutenables. Réaffirmer la place de la technologie, c'est donc repenser aussi la manière dont on la transmet, non pas en empilant des savoirs, mais en apprenant à relier, articuler, questionner, douter. C'est là, à mon sens, l'une des plus grandes responsabilités des établissements d'enseignement supérieur technologique. Offrir à la nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens non pas seulement de solides compétences, mais une capacité de pensée complexe, indispensable pour soutenir notre nation dans les transformations à venir. Parallèlement, nous devons affronter le défi immense et fascinant de l'intelligence artificielle. Cette technologie révolutionnaire transforme nos façons de travailler, d'apprendre, de créer et même de comprendre le monde. Elle peut être un instrument d'émancipation, si nous la maîtrisons avec lucidité, ou un instrument de domination, si elle devient une béquille intellectuelle ou un substitut à la pensée critique. Notre mission est donc limpide, former l'ensemble de notre communauté, étudiantes et étudiants, enseignants, chercheurs, personnel technique et administratif, afin que chacun sache manier ces outils puissants comme des leviers d'approfondissement intellectuel et non comme une illusion de connaissance. En résumé, former à l'IA, c'est former à son usage responsable, critique et éclairé. Il convient de rappeler d'ailleurs que l'UTBM n'a pas découvert l'intelligence artificielle hier matin. Nos travaux de recherche sur l'IA et ses applications remontent à près de 30 ans. On parlait alors de systèmes experts, de systèmes à base de connaissances ou de systèmes adaptatifs.
De plus, le premier module d'enseignement consacré à l'intelligence artificielle a été proposé à nos élèves ingénieurs il y a 25 ans, illustrant notre volonté précoce de former des professionnels capables de comprendre et de maîtriser ces technologies avant même qu'elles ne deviennent omniprésentes dans le monde industriel et sociétal. Cette histoire institutionnelle souligne notre expérience et, je l'espère, notre sérieux dans l'intégration de l'IA au cœur de la formation et de la recherche. Un risque évident de l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle générative, désormais accessible à tout un chacun, est d'occulter, sous l'éclat trompeur de la prouesse technologique, la question centrale de la transition écologique. Fascinés par la puissance des algorithmes, éblouis par la rapidité de leurs réponses et la commodité de leurs usages, nous pourrions aisément perdre de vue la finitude des ressources, l'empreinte énergétique du numérique et l'impératif moral d'un usage raisonné des technologies. La tentation du tout numérique qui promet la fluidité, l'efficacité et la prévisibilité menace de reléguer au second plan l'exigence d'une sobriété énergétique, pourtant vitale à notre avenir collectif. C'est là un risque culturel autant que scientifique pour la société humaine, celle de confondre la complexité de la pensée avec la sophistication des outils. L'UTBM n'a pas découvert ce sujet hier matin non plus. Dès 1998, les premiers enseignements consacrés au cycle de vie des produits, à l'analyse de leurs impacts environnementaux et à la conception éco-responsable ont été intégrés à nos cursus. C'était notamment l'unité de valeur CP56 pour les plus anciens d'entre nous. Cette intégration précoce n'était pas là encore, je le crois, un simple exercice d'anticipation, mais un acte de lucidité. Celui de considérer que la technologie ne vaut que par l'usage qu'elle rend possible et par le monde qu'elle façonne. Depuis lors, ces approches se sont multipliées, s'étendant à tous les domaines de la conception, de la production et de l'usage. Elles irriguent désormais la réflexion et la pratique de nos étudiantes et étudiants qui apprennent à raisonner non seulement en termes de performance, mais aussi d'impact global et de durabilité systémique. L'année 2025, et cela figurait dans le film rétrospectif, a marqué à cet égard une étape majeure avec la création d'un bloc de compétences pluridisciplinaires consacré à la transition écologique, à la responsabilité sociétale et à la pensée systémique. Ce bloc est désormais dispensé chaque année à plus de 300 élèves ingénieurs en début de cycle. Et mille merci à celles et ceux qui, par leur engagement et leur persévérance, ont permis cette réalisation exemplaire. Elle incarne parfaitement la volonté collective de former des ingénieurs éclairés, capables d'articuler innovation et conscience écologique, progrès technique et discernement éthique. Sur le plan de la recherche, notre engagement est tout aussi ancien et constant. Depuis la fin des années 1990, de nombreux travaux adressent les enjeux de la décarbonation et de la sobriété énergétique. L'hydrogène énergie, étudié à l'UTBM depuis 1998, demeure l'archétype de cette démarche, mais elle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mobilité propre, matériaux recyclables, optimisation énergétique, autant de champs dans lesquels nos chercheurs contribuent à rendre possible une industrie soutenable. Former des ingénieurs avertis, c'est leur apprendre à concevoir, non pas pour le toujours plus, mais pour le juste besoin. À innover, non pour séduire, mais pour durer. À créer enfin des technologies recyclables, réparables, sobres et profondément respectueuses du monde qu'elles transforment. Telle est l'ambition que nous devons poursuivre. Faire de la conscience écologique non une spécialité annexe, mais une culture partagée, un réflexe intellectuel et un horizon commun. Il convient également d'être attentif à ne pas inscrire l'enseignement supérieur et la recherche dans une logique de régionalisation excessive qui en restreindrait la portée et les ambitions. L'UTBM n'a jamais été et n'a pas vocation à devenir un établissement cantonné à un périmètre strictement local. Elle s'inscrit pleinement dans les dynamiques nationales et internationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, lesquelles constituent un levier déterminant de son attractivité et de son niveau d'excellence. Les caractéristiques de notre recrutement en apportent une illustration concrète. Seuls 16%
de nos étudiantes et étudiantes sont originaires de la région, tandis que nos principaux bassins de recrutement se situent en Île-de-France, dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, et que l'ensemble des régions françaises est représenté parmi nos apprenants. Par ailleurs, 20% d'entre eux ne sont pas ressortissants nationaux et nous sommes riches de compter, à ce titre, de l'ordre de 60 nationalités différentes parmi notre communauté. Une régionalisation trop marquée de nos orientations stratégiques conduirait ainsi à un appauvrissement intellectuel et scientifique en limitant les mobilités, les échanges et les coopérations qui constituent le cycle de la vitalité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette ouverture ne saurait toutefois être dissociée d'un ancrage territorial affirmé. L'UTBM est profondément engagée, je l'espère du moins, dans le développement de son territoire, à travers des partenariats structurants avec des acteurs économiques, industriels et institutionnels. À l'exemple de nos chaires industrielles ou de programmes de recherche d'envergure tels que Belfort eStart ou Alison++. Ces dispositifs traduisent, je le crois, la capacité de l'établissement à conjuguer excellence académique, innovation et impact territorial au bénéfice de l'écosystème local et régional. En somme, l'ambition de l'UTBM est ainsi de former des ingénieurs, des chercheuses et des chercheurs capables de s'inscrire dans des environnements internationaux exigeants, tout en contribuant activement par leurs compétences et leurs travaux au développement économique, technologique et sociétal des territoires. Dans cette perspective, la politique de site constitue un levier structurant et incontournable en ce qu'elle contribue à consolider notre ancrage territorial, à renforcer l'attractivité régionale et à développer des synergies durables avec nos partenaires académiques. Pour autant, l'établissement public expérimental Université Marie et Louis Pasteur ne saurait, à lui seul, constituer l'alpha et l'oméga de la stratégie de développement de l'UTBM. La force de notre établissement réside dans sa capacité à articuler deux dimensions complémentaires. D'une part, la politique de site, incarnée par le PEMLP, qui structure nos actions de proximité et consolide notre rayonnement régional. D'autre part, l'appartenance au réseau des universités de technologie françaises, qui nous inscrit dans une dynamique nationale et internationale, favorise le partage des meilleures pratiques et renforce notre lisibilité collective. En résumé, la réussite de l'UTBM repose sur cette articulation équilibrée entre ancrage local et ouverture globale, entre coopération de proximité et partenariat à l'échelle nationale et internationale. Je ne peux passer par ailleurs ce matin sous silence les difficultés financières bien réelles que traverse aujourd'hui notre établissement. Difficultés que partagent d'ailleurs la plupart des écoles et universités publiques de notre pays. La raison en est connue. La nécessité, désormais constante, de prendre à notre charge directe des coûts que l'État ne compense plus ou si partiellement qu'ils reviennent de fait à transférer sur nos budgets des charges supplémentaires. Entre 2020 et 2026, alors que l'effectif des personnels sera resté globalement constant, la masse salariale annuelle de l'UTBM, aujourd'hui de plus de 31 millions d'euros, aura ainsi augmenté de plus de 5 millions d'euros, dont 3 millions sans aucune mesure d'accompagnement, en atténuant l'impact. Année après année, la pression s'exerce, lente mais continue, rognant nos marges de manœuvre, comprimant nos capacités d'investissement et nous plaçant dans une situation d'étranglement progressif. Cette évolution n'est pas un accident conjoncturel. Elle traduit, à mon sens, l'épuisement du modèle économique arrivé au terme de sa logique. Le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique repose désormais sur une contradiction devenue difficilement soutenable. Être exhorté à être plus agile, plus créatif et plus ouvert, alors même que les moyens se contractent. Or, l'agilité et la créativité ne se décrètent pas, elles se construisent. Et sans investissement à la hauteur des ambitions affichées, ces injonctions risquent de demeurer un simple vernis rhétorique sans effet réel sur la capacité des établissements à innover et à se transformer durablement. Cette tension structurelle nous conduit donc à une gestion plus défensive, là où nous devrions pouvoir déployer une stratégie de développement, et nous oblige à différer certains projets, non par renoncement, mais par prudence, afin de préserver les marges stratégiques nécessaires à la compensation d'un déficit désormais inscrit dans notre trajectoire budgétaire. Certains verront peut-être là une forme de conservatisme
une gestion à la grand-papa, peu importe les mots. Qu'il se rassure toutefois. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de lucidité. La prudence n'est pas l'ennemi du courage, elle en est même souvent la condition. Diriger un établissement, ce n'est pas en effet flatter les impatiences du moment. Diriger un établissement, c'est arbitrer entre l'urgent et l'essentiel et assurer la continuité de services publics dans un contexte budgétaire incertain. Il est facile, très facile, de précipiter une institution dans l'impasse budgétaire. Il est bien plus ardu de l'en sortir. Pour autant, cette contrainte budgétaire ne saurait nous assigner à l'immobilisme. Elle nous impose, au contraire, de continuer à repenser nos modes d'action, d'imaginer, d'expérimenter, puis de déployer de nouvelles pratiques afin de continuer à assumer pleinement nos missions sans les renier. C'est la seule et unique solution pour préserver l'exigence académique, la qualité des formations et l'engagement scientifique qui font l'identité et la résilience de l'établissement. Notre responsabilité est donc claire, maintenir le cap et assurer l'essentiel, même au prix d'efforts et de décisions parfois impopulaires. Certains choix déplaisent, c'est inévitable. Mais l'intérêt collectif ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers. Il est plus exigeant et il est plus noble. Nous devons agir à cette hauteur de vue, avec rigueur, discernement et la conviction que nos décisions, aussi difficiles soient-elles, ne doivent jamais compromettre l'avenir. Ces différents défis sont considérables, mais nous disposons aussi de solides atouts. Une attractivité qui se maintient, une recherche reconnue à l'international, des partenariats forts avec le monde socio-économique et une identité claire, ouverte et innovante. Ces forces, nous devons non seulement les préserver, mais continuer à les faire grandir. C'est pourquoi je reste profondément optimiste quant à l'avenir de notre institution. Non pas d'un optimisme naïf qui nierait les difficultés, mais d'un optimisme lucide, fondé sur ce que nous sommes et sur ce que nous savons faire collectivement. Même lorsque l'horizon s'assombrit, ce sont bien ces forces que j'ai tenté d'esquisser rapidement au fil de mon propos qui nous permettent d'avancer, d'innover et de rester fidèles à nos missions. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. Ce matin marque la dernière fois que j'ai l'honneur de m'adresser à vous lors d'une cérémonie des vœux en tant que directeur de l'UTBM. L'an prochain, une autre voix portera ce message avec, j'en suis convaincu, la même certitude que notre établissement mérite pleinement la confiance de celles et ceux qui le font vivre et de celles et ceux qui le forment. Je souhaite ici simplement vous dire le plaisir sincère que j'ai à vous retrouver ce matin et plus largement à partager avec vous ces moments d'échange au fil des années. Mon propos aujourd'hui est peut-être plus grave que d'autres, car la situation du monde, de nos démocraties et de l'enseignement supérieur appelle une vigilance accrue. Mais cette gravité n'altère cependant en rien la joie de ces retrouvailles, ni la fierté que j'éprouve pour notre communauté, tant ces moments rappellent l'importance de se rassembler, de se projeter et de se soutenir collectivement. Je veux exprimer ici ma profonde gratitude à l'ensemble de la communauté de l'UTBM, étudiantes et étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et administratif et partenaires, dont l'engagement quotidien fait vivre l'établissement et donne corps à un avenir construit par l'effort collectif. De même, je remercie également très chaleureusement les institutions publiques, les collectivités territoriales, les partenaires académiques et les entreprises qui accordent leur confiance et leur soutien à l'UTBM. Ces appuis constituent une reconnaissance précieuse et un engagement à poursuivre notre mission avec exigence et responsabilité au service des talents que nous formons et des défis à venir. Pour conclure, j'aimerais que nous nous remémorions les paroles de Victor Hugo prononcées à l'Assemblée nationale en 1848. La liberté commence là où l'ignorance finit. Voilà ainsi, en résumé, notre mission, notre responsabilité et notre honneur. Nourrir la lucidité, instruire la liberté, entretenir la vigilance et transmettre à chaque génération le goût du savoir, de la réflexion critique. En d'autres termes, penser, créer et agir pour un monde éclairé.
C'est donc avec une confiance entière et un optimisme sincère que je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2026, des vœux de santé et de réussite, mais surtout des vœux d'espérance, de courage et de lucidité. Puisse cette nouvelle année être, pour chacune et chacun d'entre vous, une année où la liberté d'esprit, la créativité et l'engagement éclairé se conjuguent pour contribuer à façonner un avenir meilleur et partagé. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et que vive l'UTBM. Merci à vous et je vous remercie encore très chaleureusement pour votre présence et puis je vous invite à continuer nos échanges autour d'une tasse de café, de quelques viennoiseries. Merci à vous en tout cas.